tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette soirée organisée par Iris, École de l'intuition. Ce soir, nous allons aborder un thème qui est assez émerveillant et passionnant, qui est celui des synchronicités. Synchronicité, coïncidence signifiante entre un état psychique et des circonstances extérieures. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Vous pensez à quelqu'un, quelque temps plus tard, vous marchez dans la rue et la personne à laquelle vous pensiez, que vous n'aviez pas vue depuis des années, vous la croisez. Vous cherchez la réponse à une problématique, vous ouvrez un livre au hasard et vous tombez sur un passage qui répond précisément. Alors ce genre d'événement peut être est marquant pour le psychisme, il est signifiant. Il est parfois, c'est parfois tellement impressionnant que ça peut bouleverser le cours d'une vie. Et pour parler de synchronicité ce soir, en fait, nous avons la chance d'accueillir 3 personnes qui en ont une expérience profonde et intime. Alors, Marie-Laure Colonna, à ma gauche, est philosophe et psychanalyste jungienne, auteure de plusieurs livres et articles dont Les facettes de l'âme, le dernier livre, je crois, Marie-Laure, qui traite entre autres de ce thème des synchronicités. Philippe Guillemont, donc, qui est ingénieur physicien du CNRS, qui a proposé dans un livre intitulé La route du temps, paru en 2010, une approche à la fois théorique et pratique du phénomène de la synchronicité. Et dans un livre plus récent, La physique de la conscience, Philippe, donc tu reviens sur le thème de la synchronicité, entre autres, et tu suggères d'introduire la notion de conscience en physique. Et Alexis Champion, enfin, qui est fondateur d'Iris et qui a développé une grande compréhension à la fois théorique et pratique de l'intuition, et une notion qui, on va le voir, a des liens étroits avec celle de synchronicité. Donc pour tous les 3, en fait, la synchronicité, c'est un objet de réflexion et c'est aussi un outil de travail. Alors, en fait, dans une vision déterministe, matérialiste, on aurait tendance à penser on pourrait penser que la synchronicité, c'est finalement un hasard sur lequel le psychisme va broder une explication. Et pour les 3 personnes qui sont ici, la synchronicité, c'est beaucoup plus que cela. Marie-Laure Colonna, pour toi, donc psychanalyste, la synchronicité, est-ce qu'elle a une forme de réalité? Je réponds dans quoi? Merci. Oui, bien sûr, ça a une forme de réalité, à condition de mettre un bémol tout de suite. C'est que si on voit du sens partout et dans n'importe quoi, là, c'est pas de la synchronicité, c'est de la paranoïa. Mais à part ça, chez des gens qui sont normalement structurés, disons avec un moi qui fonctionne, bien sûr qu'il y a des moments, et on en voit beaucoup en séance, je vous en raconterai tout à l'heure, des moments où il y a une espèce de hint, il y a une espèce de petite étincelle, en entendant un rêve ou quand il se passe quelque chose dans une séance. Et à ce moment-là, vraiment, ça fait sens. Là, je parle en tant qu'analyste, alors ça fait sens pour mon analysant. Ça défait un nœud, ça dissout un complexe, ça vient à l'appui d'un changement intérieur, où ça fait du sens aussi pour moi, parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose de prodigieux. J'ai envie de te demander un exemple tout de suite, en fait. Alors, par exemple, cet après-midi, je vois un analysant, qui est un homme qui a très bien réussi dans la vie, mais dont je pourrais dire qu'il est un petit peu trop toujours surélevé. Il a tendance à privilégier d'abord les valeurs spirituelles avant de privilégier l'incarnation. Et il avait fait il y a quelque temps le rêve d'un singe qui était dans un temple, qui était un temple pour le singe, et il était sur l'autel, ce singe. Donc vous voyez que l'idée du singe était magnifiée en quelque sorte, il était en majesté. Ça ne résonne pas trop parce que j'entends beaucoup d'effets Larsen. Plus proche. Et là c'est pas agréable pour vous non plus. Il y a quelque chose dans le réglage qui ne va pas, là je le... Essaye avec ce micro. Merci. Et donc cet analysant vient pour sa séance et non, il faut que je mette plus bas. Et moi, pendant ce temps-là, en attendant ma séance, j'avais un petit peu de temps et j'étais en train sur Facebook de répondre à un de mes amis canadiens qui m'avait demandé les références d'un post
sur une demoiselle gorille qui a appris le langage des signes. C'est très intéressant de voir ça. Elle a appris à peu près 2000 signes. Elle était devenue assez proche de Robin Williams, l'acteur. Et sur Facebook, ou si vous cliquez sur Google, on voit des petites... on voit des 5 minutes, disons, avec cette demoiselle gorille qui raconte des tas de choses, notamment qu'elle est très consciente d'un certain nombre de choses, y compris de l'urgence pour la Terre, d'être mieux entendue sur le plan écologique. Et je ne dis pas ça à mon analyseur qui arrive, qui me reparle de son rêve de singe, qui me raconte un souvenir quand il était à Téhéran enfant, où une des premières impressions de la vitalité, de la beauté de la vie, ça avait été en contemplant la nature et un singe au zoo qui était à côté de chez lui. Et puis il continue à associer sur le singe, etc. Et à un moment, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, parce que moi, je ne passe pas mes interséances à parler de gorilles avec tous mes amis sur Facebook. Et je finis par lui raconter cette histoire en lui disant, je viens d'envoyer ce post sur Facebook à partir de cette demoiselle gorille, et là, vous venez de passer une demi-heure de séance à me parler de la sacralité, on pourrait dire, de l'animal en nous, du besoin que nous avons de retrouver beaucoup plus que nos instincts, mais nos racines profondes, de nous relier avec le tout de la nature, aussi bien par sa beauté que par sa vitalité. Et je lui fais regarder sur Facebook cette vidéo. Et on s'est dit tous les deux, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on était dans une forme d'émotion justement qui signe la synchronicité. C'était pas juste un petit clin d'œil juste comme ça intéressant. On s'est sentis tous les deux vraiment émus. Alors c'est Jung qui est à l'origine de cette notion de synchronicité. Est-ce qu'on peut juste rappeler l'importance qu'avait la synchronicité pour sa pensée, pour sa vie personnelle? Oui, alors c'est Jung et Pauli, le physicien quantique qui est prix Nobel de physique. Et ils ont publié en 1952 tous les deux un ouvrage sur justement ces phénomènes de synchronicité que évidemment Pauli abordait sur le plan physique pendant que Jung les abordait sur le plan psychologique. Mais c'est extrêmement important effectivement, et à partir du moment où Jung a commencé à conceptualiser ça dans les années 30-40, ça a cheminé dans son œuvre et ça a été vraiment une étude des dernières années de son existence. Mais il faut rappeler une chose, c'est que Jung pratiquait l'I Ching dans les années 20 avec le premier traducteur Richard Wilhelm. Et donc, bien avant de parler de synchronicité avec Wolfgang Pauli, il avait déjà cette approche, où on viendra peut-être tout à l'heure à parler de ça, d'une forme de synchronicité organisée, on pourrait dire, d'une forme de pratique de la synchronicité, en fait. Philippe, alors pour le physicien, est-ce que la synchronicité peut exister? Est-ce qu'elle peut être réelle? Bonsoir à tous. Pour certains physiciens, oui. Pour la majorité des scientifiques, en général, la synchronicité est rangée dans le domaine du hasard et on explique très très bien l'existence de synchronicité par le simple fait que les personnes qui ne vivent pas de synchronicité n'en parlent pas, et les personnes qui de temps en temps en vivent une en parlent. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que, mettons, une personne sur 1000 vive par hasard quelque chose qui est tout à fait étonnant, parce que ça a une chance sur 1000 d'arriver. D'accord ? Et donc cette personne va en parler, alors que les 999 autres vont se taire. Et on aura l'impression qu'il existe un phénomène qu'on appelle synchronicité et qui parle à une personne, contrairement aux lois de la physique, de manière tout à fait, ça paraît tout à fait irrationnel et sans cause, alors que ça ne vient que de ça. Ça peut être une personne sur 1000, ça peut être une personne sur 10 000. Il suffit qu'il y ait 100 personnes qui témoignent, et ça fait quand même 1 sur 1 million. Vous avez donc 100 témoignages sur 1 million, donne vraiment l'impression que ce phénomène est réel, mais est dû simplement au hasard. Donc ça, c'était très important que
Oui, ça revient. Donc il fallait que je rappelle ça au départ, c'est quand même important, et c'est pour mettre en garde aussi le fait que le phénomène de synchronicité peut être attribué, oui, parfois à une forme de parano, mais d'une manière générale à de la projection. C'est-à-dire que nous avons tous tendance à projeter, et surtout lorsque des personnes comme moi, enfin, les auteurs de livres sur la synchronicité se mettent à raconter leurs histoires, etc. Et tout le monde a envie de vivre la même chose. Et moi, j'ai reçu plein de mails de lecteurs qui m'ont raconté leurs histoires, et il y en a très peu que j'ai considéré comme crédibles, et la grande majorité je les ai considérés comme étant des projections. Voilà. Donc je voulais quand même préciser ça, parce qu'il importe de conserver les pieds sur terre et de ne pas systématiquement crier à la synchronicité, etc. Ceci étant dit, maintenant, la raison pour laquelle moi, en tant que scientifique, je me suis intéressé à ce phénomène, c'est que lorsque j'ai vécu des synchronicités, ou tout simplement des coïncidences très improbables, la différence entre les deux étant que la synchronicité, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui nous parle et qui résonne avec quelque chose de vécu, alors que la coïncidence, c'est quelque chose de très bizarre, mais on ne voit pas le rapport avec sa vie. Eh bien, j'ai vécu ça, mais quand je l'ai vécu en cascade. Et ça, c'est une caractéristique très importante de la synchronicité. Alors, il existe bien entendu des synchronicités très particulières, comme celle du scarabée de Youn, pour laquelle on n'a pas besoin d'une cascade pour avoir vraiment l'impression que c'est quand même quelque chose, un phénomène qui parle. Mais pour ce qui me concerne, j'ai vécu des synchronicités en cascade, et c'est-à-dire que à la première, vous pouvez vous dire, tiens, c'est bizarre, il m'arrive quelque chose, mais c'est peut-être dû au hasard. Mais si ça s'enchaîne d'un autre événement synchronistique, et puis d'un autre événement synchronistique, etc., et que dans la même journée où une succession d'événements sont tellement étranges, à ce moment-là, effectivement, on est obligé, on ne peut plus faire appel au hasard, on ne peut plus faire appel à cet argument scientifique, et on est obligé de considérer le phénomène comme réel. Et dans la majorité des témoignages de synchronicité, il y en a depuis très longtemps. Paul Kammerer, au début du siècle, a écrit un livre très intéressant qui a été repris par Arthur Koestler, que je vous conseille de lire. La majorité des synchronicités, que ce soit celles qui sont subjectives ou celles qui sont objectives, les synchronicités objectives, ce sont les synchronicités numériques, parce qu'on peut commencer à faire des calculs de probabilité avec les synchronicités numériques, montrent qu'il existe vraiment un phénomène que le hasard ne peut pas expliquer. Voilà. Donc, est-ce que tu veux que j'enchaîne sur... je te laisse. J'avais une question complémentaire. Je dirais, dans quelle mesure, finalement, vivre ces synchronicités, ça a influencé ton travail de physicien? Tu as écrit un livre sur le sujet, un livre qui est une théorie donc, basée sur la physique. La question fondamentale à laquelle j'ai réfléchi pendant plusieurs années, dans les années 2000, même avant, c'est comment peut-on conserver notre libre arbitre alors que le futur est déjà réalisé? J'avais de bonnes raisons de penser que nous avons un libre arbitre en tant que mécanicien, enfin spécialiste de la mécanique quantique, mécanique des fluides, mécanique du rayonnement, mécanique, enfin toutes sortes de mécaniques. J'avais de bonnes raisons de penser que l'homme devait pouvoir conserver son libre arbitre malgré un certain matérialisme scientifique qui en fait était en échec. Le matérialisme scientifique a définitivement été mis en échec depuis 1982, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et les progrès de la physique, notamment de la relativité au début des années 2000 et de la mécanique quantique à partir des années 2010, ont définitivement montré que le temps n'existait pas et qu'on doit considérer que le point de vue le plus rationnel sur le temps est que notre futur est déjà réalisé. C'est-à-dire que tout ce que nous allons vivre dans le futur est déjà là. C'est la conclusion à laquelle nous amène la physique.
Et cette conclusion, le problème, c'est qu'elle est en contradiction avec ce que nous disent pas mal de résultats de la mécanique quantique, et entre autres ce qu'on appelle l'indéterminisme quantique, qui est également valable à l'échelle macroscopique, mais je ne veux pas vous ennuyer là-dessus. Toujours est-il que si on veut arriver à concilier ces deux choses, on est obligé de faire appel soit à des théories qui sont complètement délirantes, genre la théorie des univers parallèles où nous aurions des myriades de vies, chacun d'entre nous aurions des myriades de vies simultanées dans des univers disjoints, ou d'autres théories dans ce genre-là, soit considérer que quelque chose qui est difficile à imaginer, mais que effectivement notre futur est déjà là, mais il change tout le temps. Et donc la meilleure image pour arriver à se représenter cette chose-là, c'est de considérer que tout se passe comme si nous vivions dans un tunnel, à l'intérieur d'un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le long de notre vie. Et dans une optique déterministe, relativiste, ce tunnel ne bouge pas. Et dans l'optique où notre vie pourrait changer, ce tunnel peut bouger. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir cette réflexion-là que je me suis dit, oui, mais s'il peut bouger, c'est par l'intermédiaire de la conscience. Ça veut dire que s'il bouge dans le futur, ça veut dire que je vais faire autre chose que ce que j'avais prévu. Donc c'est en corrélation avec mes intentions. Et donc je me suis dit, bon, ben, on va expérimenter cette affaire-là. Je vais essayer de me mettre en situation de développer une intention qui n'est pas du tout celle que j'avais au départ. Je vais profiter d'un moment de ma vie où je ne sais pas du tout ce que je vais faire parce que ma vie est chamboulée et que je peux partir dans toutes les directions. Et j'ai décidé de me livrer à des expériences. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai déclenché des avalanches de synchronicité. Voilà, ce qui m'a amené à l'écriture de mon premier livre. Voilà. Merci beaucoup. Alors Alexis, en tant qu'intuitif et pour l'intuitif, la synchronicité existe-t-elle et de quelle façon? Bonsoir. Oui, ça existe. Voilà, ça c'est dit. Déjà parce que Jung, quand il définit la synchronicité, un des exemples, c'est l'intuition. Donc, voilà, une intuition, c'est le fait de percevoir quelque chose sans raisonner, donc le fait de percevoir quelque chose qui va être décorrélé, on va dire, de là où on se trouve par rapport à ce qu'on perçoit. C'est-à-dire qu'on a une intuition, je vais faire le cas classique, une intuition fulgurante, un truc qui nous tombe dessus. Tiens, je perçois quelque chose, et puis ce quelque chose se produit juste après, alors qu'il n'y a aucune raison que ça se passe. Donc ça, par définition, c'est une intuition, mais c'est aussi une synchronicité si ça fait un sens particulier pour nous. Je vais donner je vais raconter une histoire aussi. Je donne un exemple. Je pense à celle-ci, le synchro, parce qu'on est au Forum 104. Et la première fois où je suis allé au Forum 104, c'était une dizaine d'années. Et c'était pour aller voir un monsieur qui s'appelle Stephen Schwartz, et qui est le père, on va dire, de l'utilisation de l'intuition consciente. Ça veut dire l'utilisation de l'intuition pour résoudre des problématiques, par exemple archéologiques, d'entreprise, pour la police ou personnelle, mais bon, lui c'était vraiment des grosses machines, on va dire, pour résoudre au départ, il travaillait surtout sur l'archéologie et pour des laboratoires d'archéo. Et ce monsieur était, pour moi, mon modèle. Iris a été créé d'ailleurs en suivant le modèle de l'entreprise qu'il avait à l'époque qui s'appelait Mobius. Et donc je me mets en chemin pour aller au Forum 104 il y a une dizaine d'années pour voir ce monsieur, Stephen Schwartz. Je m'arrête avec un ami quelque part en chemin, donc assez loin d'ici, pour dîner. Et je dis, donc c'est un tout petit troquet, il y avait je pense 10 places quoi, pour manger. Je dis à cet ami, ce serait vraiment extraordinaire si j'arrivais à dîner avec Stephen Schwartz ce soir. 3 secondes plus tard, la porte s'ouvre, Stephen Schwartz entre, s'assoit à côté de moi et il commande à dîner. Donc c'est à la fois une synchronicité, parce que ça a un énorme sens pour moi, bien évidemment, puisque je rencontre dans une circonstance assez extraordinaire
et qui répond à ce que je souhaitais, on va dire. Je rencontre ce monsieur et ça m'impacte énormément. Et d'ailleurs, 3 jours plus tard, il m'a dit « Ok, on crée quelque chose », et c'est comme ça qu'Iris s'est créé. Et c'est en même temps une intuition. Et ce qui est très drôle, c'est pour ça que aussi les enchaînements, c'est très très important dans les synchros. C'est vraiment un critère majeur, on va dire, à ce niveau-là, pour justement se dire ouais, est-ce que je suis en train de délirer ou quoi là. C'est que après la conférence, eh ben, il s'est trouvé que j'ai redîné avec Steven Schwartz. Donc dans la même soirée, j'ai dîné 2 fois avec Steven Schwartz. 3 ou 4 mois plus tard, je suis allé chez lui aux États-Unis, à Virginia Beach, et je l'appelle, je lui dis « Ok, je veux te voir discuter parce que j'ai envie de monter une structure qui est la copie au départ de ta boîte Mobius que tu avais avant, Steven étant alors à la retraite. » Il dit « Ok, pas de problème. » Je vais chez Steven, et en sortant de l'aéroport, j'avais oublié d'enlever la sangle de mon bagage, et donc les gens à l'aéroport ont coupé la sangle, parce que vous devez enlever la sangle, en fait. Vous ne pouvez pas la laisser sortir de votre bagage. Donc, je me dis, mince, alors, je prends mon gros sac qui doit peser 20 kilos, je le mets dans sa voiture, on part chez lui, donc là, c'est à Virginia Beach, et puis je passe presque une semaine chez lui, et puis en repartant en quelques minutes avant de partir pour l'aéroport, pour moi revenir sur Paris, je lui dis, mais mince, Steven, j'ai un gros problème parce que je ne pourrais pas porter mon sac, il n'a pas de roulette et je n'ai pas de sangle. Et là, il s'arrête. Puis, une intuition, il me dit, mais je crois que j'en ai une. Et je crois qu'elle est dans le coffre. Et moi, j'étais prêt à mettre mon sac dans son coffre de voiture. Il ouvre son coffre de voiture et là, il y a une sangle qui fait exactement la même taille que mon sac. Donc, intuition de son côté et synchronicité aussi, puisque c'était discuté avant, etc., ça fait sens. Voilà. Donc, ce sont des exemples de liens entre intuition et synchronicité. Ça me fait penser, c'est un peu, ça va un petit peu au-delà de ta question, Virginie, ça me fait penser, en tant qu'informaticien, je parle beaucoup, j'aime beaucoup discuter de la notion d'information. Qu'est-ce que c'est que le sens, en fait? On pourrait, c'est un Allemand, un chercheur allemand qui s'appelle Walter von Locati, qui a travaillé notamment sur les synchronicités. C'est un scientifique spécialiste de l'intuition et d'autres phénomènes, la psychokinèse, etc. Et il a donné une définition que je trouve intéressante. C'est le sens, c'est l'information qui est perçue par un système, donc par exemple un être humain, l'information qui est perçue par un système qui modifie durablement ce système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà. Et ça, c'est une petite touche que je trouvais intéressante de donner, puisqu'on peut avoir des informations qui ne vont pas forcément nous impacter, nous changer, mais quand on a une synchronicité, il y a un sens, et cette information, durablement et même à vie, peut vous changer. Voilà. Et notamment, en l'occurrence, moi, avec Schwartz, c'est ce qui m'a fait créer Iris, et avec lui, et puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, c'est un petit hommage pour lui, si jamais il regarde la vidéo un jour. Juste pour peut-être ajouter quelque chose, c'est vrai que dans ton quotidien, en fait, les synchronicités jouent un rôle, on peut dire, fondamental. Il n'y a pas un jour qui se passe sans synchronicité et c'est complètement lié à l'intuition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Prendre celui-ci. Oui, alors je ne sais pas si tous les jours j'ai synchronicité. Souvent mais, quand même. Oui, souvent. Oui. Déjà parce que mon boulot, c'est l'intuition, en fait. Donc quand vous formez des gens à l'intuition, quand vous travaillez sur des projets intuitifs pour des entreprises ou autres, c'est-à-dire que vous vivez de l'intuition régulièrement. Donc automatiquement, vous vivez de la synchronicité régulièrement. Peut-être que tout à l'heure, je donnerai des exemples plus précis sur ça. Quel rôle, tu dis, ça joue dans ma vie? Oui, disons que le rôle que ça joue, c'est que à un moment donné, c'est de jouer en fait avec ça. Je retourne la question en fait. C'est de jouer avec ça, c'est-à-dire comment, déjà, est-ce qu'on peut générer des synchronicités? Est-ce que volontairement on peut déclencher des synchronicités? C'est-à-dire jouer, tiens, c'est
un petit clin d'œil pour Philippe, il va rebondir forcément là-dessus à un moment donné dans la soirée, c'est jouer avec son moi du futur et lui dire, tiens, moi du futur, tu vas vivre quelque chose, c'est une synchronicité parce que ça va faire beaucoup de sens pour toi, et notamment parce que cette synchronicité, je la décide maintenant. C'est-à-dire, je planifie un événement qui va être extrêmement marquant, et plus tard, tu vas le vivre. Voilà, je peux donner un exemple, en fait. Et d'ailleurs, on peut jouer à plusieurs, c'est ça qui est intéressant. C'était il y a 2-3 ans, avec ma collègue Marie-Estelle qui est là. On était en train de créer à l'époque un stage qui s'appelle « Provoquer sa chance ». Et notamment, dedans, il y a une synchronicité, bien sûr, comme notion. Et on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on va faire aux stagiaires, aux gens qui sont là, qui viennent nous voir? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme exercice pour provoquer une synchronicité? Et là, je me suis dit, on va prendre comme exemple le grand classique de Richard Bach, en fait, qui est l'auteur notamment qui a écrit Jonathan Livingstone Le Goéland. Et ce grand classique se trouve dans un livre qui s'appelle Illusion, les aventures d'un messie récalcitrant. Et ce classique, c'est de faire apparaître une plume bleue dans un contexte complètement surprenant, en fait. Voilà. Et il explique comment faire dans le livre. C'est des personnages, en fait, du livre qui discutent entre eux. Et donc, je dis à Marie-Estelle, on va leur faire l'exercice de la plume bleue, parce qu'il est assez connu, et puis tout le monde peut acheter le bouquin de Bach, etc. Et là, à ce moment-là, tous les deux, on se dit, faisons-le, quoi. Déclenchons la plume bleue. Vivons cette synchronicité. Et on était en chemin, on sortait de notre réunion de travail, on était en chemin pour se trouver un restaurant. Et puis, Marie-Estelle me dit, tiens, on n'a qu'à aller à celui-là, apparemment il est bien, il n'y a pas grand monde, etc. On rentre dans le restaurant. Tiens, c'est bizarre, ça me fait une autre histoire de restaurant, je n'ai pas pensé. Et on rentre, on s'assoit, on commande à déjeuner. Et là, la serveuse qui nous sert se tourne et elle a un tatouage là, et c'est une plume bleue. Voilà. Donc c'est des exemples comme ça et c'est forcément, ça fait sens, c'est marquant, puisqu'on l'a décidé avant, on joue avec, et en plus, ça valide le fait que c'est l'exercice qui est intéressant de faire aux stagiaires, quoi. Voilà. Et ça fait un petit clin d'œil à Richard Bach aussi, qui a financé, j'y pense en ce moment, qui a financé des recherches sur la synchronicité. Voilà. Donc jouer avec. Je voulais qu'on revienne un peu. Donc, on dit donc la synchronicité, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est plus qu'un hasard, c'est une coïncidence, une zone tangente entre notre psychisme et l'environnement et l'univers matériel. Comment c'est possible? Alors, Jung et Paoli ont cherché et il y a une compréhension jungienne des conditions de possibilité de la synchronicité. Alors, Marie-Laure, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, pour simplifier, on pourrait dire que depuis toujours, dans toutes les philosophies, l'idée de la synchronicité en Orient comme en Occident a toujours existé jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. C'est le temps des Lumières qui a en particulier séparé la pensée, l'esprit et la matière, qui fait que notre conception dite moderne, dualiste et matérialiste, ne comprend pas plus ça d'une manière spontanée, disons. Autrement, par exemple, Leibniz avait introduit le concept de correspondance en le rajoutant à la causalité, c'est-à-dire qu'il faisait un axe espace-temps, si vous voulez, l'autre axe causalité, bien sûr, comme on le comprend d'habitude, et correspondance. La correspondance, c'est la sympathie entre les choses, c'est la correspondance entre les sympathies électives que vous éprouvez, c'est toutes les formes de correspondance, disons, dans un monde qui est celui plutôt de l'éros et de l'émotion que de la froide raison. Alors à partir de ça, Jung et Paoli sont repartis aussi des alchimistes, qui étaient des gens qui parlaient déjà pas mal de synchronicité, parce qu'ils parlaient en fait d'un terme qui s'appelle l'unus mundus, donc le monde unifié pour eux. Ce monde unifié, il est à l'état latent à l'intérieur de nous tous, mais à l'état virtuel la plupart du temps. Un enfant, par exemple, il est constamment au diapason, on pourrait dire, entre le microcosme et le macrocosme, dans un état d'union avec l'univers, avec sa mère, etc. Et après tout, toutes les voies de sagesse, le taoïsme, le bouddhisme, les grandes philosophies antiques, etc., ce qu'elles proposent, c'est de nous faire vieillir dans une qualité de vie bonne qui, à la fin de la vie,
c'est le bonheur que nous avons de vivre longtemps maintenant, va nous faire revenir à un état d'enfant, si vous voulez, mais un état d'enfant avec l'ajout de toute la conscience et de toutes les différenciations que nous avons fait pendant les 60, 70, 80 ans que nous avons vécu. Donc, cette idée d'un monde d'un monde uni avec un archétype sous-jacent, mot barbare que Jung a pris à Platon, mais cette structure sous-jacente, si vous voulez. Et d'un côté, on pourrait dire il a deux pieds. Il a un pied dans l'immatériel et dans la psyché. Il a un autre pied dans ce qu'on appelle, nous, la réalité matérielle. La réalité matérielle étant simplement ce que notre organisation psychosensorielle nous donne comme description de l'univers. Mais comme vous le savez, une table n'est pas une table, bon, etc. Et je ne vais pas me lancer dans la physique à côté de Philippe Guillemont de toute manière. Donc, ils sont repartis, Paoli et Jung, de ces théorisations, si vous voulez, parce qu'ils en avaient des expériences. Et les expériences de Paoli sont racontées dans un livre passionnant qui s'appelle Psychologie et alchimie. Et il y a 400 rêves de Wolfgang Paoli qui sont publiés dans ce livre-là, avec énormément de rêves justement profonds, dits archétypiques. Et ce qu'on appelle des rêves de ce type-là, des rêves archétypiques, ce sont simplement des rêves qui ne sont pas ceux du petit moi de la vie de tous les jours, de même que les synchronicités sont plus profondes que les petites coïncidences de la vie de tous les jours. Et dans ce type de rêve, il y a des espèces de perceptions, voire des connaissances. Je l'ai vérifié pour moi-même maintes fois, disons, et je suis tout à fait d'accord avec Alexis qui dit que plus on s'intéresse à la synchronicité, plus on en a, parce que ça ne se passe pas simplement entre des gens, par exemple l'analyste et son analysant, des amoureux, une mère et son enfant, etc. Ça se passe aussi entre le chercheur et l'objet de son étude, c'est-à-dire que toute chose par laquelle on est aimanté d'une manière réciproque dans une relation d'amour, dans une relation d'éros, va introduire par la chaleur, on pourrait dire émotive, qui se dégage, l'intensité de votre concentration va produire de plus en plus de synchronicité. Alors, je vais vous donner un exemple. À un moment, je rewritais un bouquin qui avait été mal traduit à partir de l'allemand de Marie-Louise von Franz, qui était une très grande proche et collaboratrice de Jung, et je devais récupérer toutes les citations en français à partir de l'œuvre entière de Jung pour les remettre dans la traduction de ce livre, ce que le traducteur n'avait pas fait. Ben, croyez-moi si vous voulez, mais j'étais dans un tel état de concentration que les 20 volumes s'ouvraient pratiquement tous à la page de la citation que je cherchais. C'était hallucinant, et c'est ce qu'on vérifie chaque fois qu'on est extrêmement concentré dans quelque chose de créateur. Ça vous parle ? C'est une sorte de dialogue, qui s'instaure avec et tout ce qui nous entoure. C'est vraiment quelque chose qui me fait penser depuis longtemps, et je vais vous raconter un rêve sur ce sujet. Et je rejoins Philippe Guillemont tout à fait là-dessus, que dans la science, à part le logos, y compris dans les sciences de la psychologie des profondeurs, à part l'idée de penser que l'univers est constitué par un vaste logos, ce que les Grecs antiques disaient déjà, on peut aussi considérer que ce logos, il est aussi empreint d'un amour, d'un éros infini. Il ne peut pas y avoir conscience pure sans que cette conscience pure ne soit médiatisée par un sentiment qui soit d'égale qualité, disons. Je vais vous raconter un rêve avant de repasser la parole à mes congénères. C'est un rêve que j'ai fait, moi, sur le thème de l'ange. Alors, je l'ai publié dans mon bouquin, mais en réalité, c'était moi qui l'avais fait. Et je ne rêve pas toute la journée des anges. Et j'étais en vacances. Et je rêve de la nature de l'ange. Et dans mon rêve, il n'y a pas d'image, c'est juste une voix qui me dit « L'ange est de nature à la fois corpusculaire et ondulatoire et corpusculaire. Comme il est ondulatoire, sa fonction d'onde lui permet d'agir dans tous les domaines de la psyché sans se préoccuper ni du temps ni de l'espace. Comme il est corpusculaire, il peut également agir dans le monde matériel, ce que nous appelons la réalité externe à nous. Ça fait partie de sa double nature, enfin sa double fonction, si vous voulez. Et à la suite de ce rêve, ça continue en disant qu'étant donné cette perception, cette nature de l'ange, il faut que maintenant, dans la science, il rentre des considérations, des recherches, aussi bien sur le plan de l'éros que sur le plan du logos, aussi bien sur le plan de l'éthique, sur le plan de la progression de la conscience, et qu'au fond, une véritable démarche scientifique maintenant
devrait être une démarche d'individuation, selon le terme de Jung, c'est-à-dire une démarche qui nous rende de plus en plus complet. Parce que étymologiquement parlant, individuation, ça veut dire qu'il ne peut pas être divisé. Quand vous dites cet individu, c'est individuum, en latin, ça ne peut pas être divisé. Donc toutes les formes de la connaissance humaine, on va revenir à ce que disait l'époque avant les Lumières, l'époque de la Renaissance, mais avec un cran de plus dans notre conscience, devrait être quelque chose qui concourt à l'édification de l'humanité dans son acception la plus belle et la plus profonde, y compris, comme je vous le disais tout à l'heure, en englobant les sciences de la nature et l'expérience de notre nature tout entière, physique, psychique et spirituelle. Je pense que tes paroles ont un écho particulier chez nos amis, là, chez Philippe. Philippe, c'est difficile de résumer ta pensée et l'approche que tu proposes de la synchronicité par la théorie de la double causalité. Donc je vais me jeter à l'eau, je vais faire une tentative et ensuite tu pourras... Oui, donc en fait, l'idée, si j'ai bien compris, de la double causalité, c'est que finalement, par nos intentions, on mobilise, on excite un futur possible et que ce futur ensuite rétroagit dans notre présent en créant des effets. Comment est-ce que tu articules cela avec la pensée de la synchronicité? Et puis peut-être que, enfin, j'imagine que tu as des choses à ajouter par rapport à cette description très sommaire de ta théorie. Oui, alors... La description que je fais, qui est très mécaniste de ma théorie de la double causalité, je le fais un petit peu exprès à destination des scientifiques, des matérialistes, etc., parce qu'ils ont ce type de fonctionnement-là. D'un autre côté, sur mon chemin à moi, sur mon chemin spirituel, je rejoins totalement ce que vient de dire Marie-Laure, et chapeau pour ce qu'elle vient de dire, parce que c'était très brillant et très juste. Alors je vais essayer d'expliquer un peu ma théorie de manière intermédiaire. C'est très important de comprendre cette histoire de futur déjà réalisé qui fluctue. Imaginez que l'univers ne soit pas ce qu'on pense, c'est-à-dire quelque chose qui se crée dans le temps et on nous rebat les oreilles avec le Big Bang, etc. Et aujourd'hui, on connaît tout notre passé et à partir de maintenant est en train de se créer notre futur. La science nous montre que cette idée est fausse, d'accord ? Pour essayer de mieux concevoir comment ça marche, imaginez que nous sommes tous embarqués dans une vaste randonnée, dans un environnement avec des montagnes, etc. etc. Mais nous vivons que sur du plat, nous ne connaissons pas l'altitude, nous ne connaissons pas Et voilà, et on traverse tous en groupe une forêt, et comme on n'a pas la notion de l'altitude, on n'a même pas l'idée que ce qui est devant nous existe déjà. On n'arrive pas à avoir cette idée-là, parce que jamais personne n'a réussi à monter en altitude pour voir que notre futur à tous était déjà réalisé. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on peut tous marcher sur un sentier qui est notre destinée commune, mais si vous montez en altitude, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a plein d'autres sentiers. D'accord ? Et simplement, c'est notre conditionnement, c'est ce que l'humanité a décidé de vivre ensemble, qui fait que nous suivons tous un sentier, mais ce n'est pas obligatoire, on peut changer de sentier. On peut le faire à l'échelle collective humaine, mais on peut aussi le faire à l'échelle individuelle, tout en ne quittant jamais le groupe, sinon ça reviendrait à mourir. Bon. Mais c'est important de comprendre que notre vie, en tout cas individuelle, elle est déjà tracée d'avance et que ce tracé, on peut le changer. Voilà. Et alors, et maintenant, pour en venir à la double causalité, le but n'est pas de provoquer des coïncidences et synchronicités pour voir que ça vérifie. C'est pas ça. Parce que pour que ça marche, il faut d'abord être conforme à son être intérieur, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond en nous, notre psyché profonde, et qui correspond à la partie de notre conscience qui n'est pas conditionnée par notre cerveau. D'accord ? Et si on atteint, comme c'est cette partie de notre inconscient, de notre subconscient qui détermine
finalement ce que nous allons vivre. C'est à elle qu'il faut se connecter si on veut arriver à produire des synchronicités. Donc la première chose, c'est déjà de se trouver soi-même, c'est-à-dire je vais redire le classique, hein, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, dans quelle étagère, etc. Voilà, ce sont les 3 premières questions à se poser. Et si on est dans une période de sa vie où on a la liberté où on veut changer sa vie, on en a marre du conditionnement qu'on vit, de son travail, de son conjoint, de n'importe quoi, il faut essayer de se mettre en altitude, de remettre en perspective sa vie en essayant de retrouver quel est son sens. Et à ce moment-là, on peut commencer à appliquer les 3 principes fondamentaux qui nous permettent de maîtriser notre destin. Le premier principe fondamental, c'est le déconditionnement à travers le détachement et le lâcher-prise. C'est ce qui va permettre de ne pas aller sur la voie qui est actuellement programmée. C'est-à-dire, il faut savoir dire non, non, je ne vais pas faire ça, j'ai passé ma vie à faire ça, non, je ne vais pas le faire. Mais il faut vraiment en être persuadé. La deuxième chose, c'est à partir du moment où on s'est trouvé intérieurement, on a trouvé qui on était, on va dire, voilà, je rêve de ceci, j'aurais toujours voulu faire ça, j'ai compris qui j'étais, j'ai envie de me manifester au monde de telle manière, eh bien ça, il faut passer du rêve à la réalité, c'est-à-dire il faut en avoir la foi, et il faut avoir confiance en soi, donc développer la foi et la confiance pour visualiser ce parcours que l'on souhaite vivre. D'accord ? Donc cette alternative. Et la troisième chose qui est absolument fondamentale, c'est de joindre les actes aux intentions, c'est-à-dire ouvrir son champ des possibles. C'est-à-dire que si vous continuez à faire ce que vous avez l'habitude de faire, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il faut changer complètement. Il faut partir en vacances, il faut, même s'il le faut, arrêter son travail pendant quelques mois et partir à l'aventure. Et c'est en partant à l'aventure, vous n'avez même pas besoin d'envoyer des offres, des demandes d'emploi, etc. C'est l'univers qui va vous répondre. C'est-à-dire que vous allez partir à l'aventure, vous allez rencontrer des gens, et comme par hasard, ces gens ou ces événements, ce ne sera pas forcément des personnes, ce sera des signes, n'importe quoi, vont vous mettre sur la voie de ce que vous avez véritablement... vont vous mettre sur la voie. Moi, c'est comme ça que c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Et vous allez vivre des coïncidences, des synchronicités qui vont vous apporter la preuve que vous désirez, que vous êtes sur la bonne voie. Et puis vous allez voir, et après vous allez changer votre vie grâce aux synchronicités. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Du point de vue... Juste une petite question supplémentaire. Mais du point de vue de la physique, en fait, on peut dire que le temps n'existant pas, et la causalité étant également prouvée, il y a, si tu veux, aujourd'hui dans la physique, tous les éléments qui permettent de postuler à l'existence, en fait, de la synchronicité, qui permettent d'avancer cette hypothèse de manière vraiment sérieuse. Oui, je n'ai pas l'habitude de le résumer en si peu de temps, mais disons que ce chemin de vie que vous avez tout le temps, à tout moment, qui est déjà tracé, il est instable. Il y a des endroits où il est stable, il y a des endroits où il est instable. C'est à vous de le déstabiliser et de lui trouver une nouvelle forme de stabilité. Et lorsque ce chemin de vie futur bascule pour aller dans le sens de votre intention, forcément, le chemin qui vous mène de votre présent jusqu'à ce futur-là se réorganise, c'est-à-dire qu'il est nouveau. Et donc il se crée en quelque sorte dans le sens inverse du temps. Et ceci crée un ordre, parce que la mécanique dans le sens inverse du temps, c'est une mécanique qui tend à tout ordonner, qui a énormément besoin d'informations, et quand elle n'a pas les informations, elle ordonne tout. Et c'est ça qui crée les coïncidences. C'est le fait que, automatiquement, le nouveau chemin de vie que vous créez va s'aligner, va s'insérer dans la complexité de l'espace-temps par rapport à tous les autres chemins de manière synchrone.
c'est parce qu'il n'existe pas déjà que lorsque vous le créez, il est neuf et il est porteur d'une multitude de coïncidences et de synchronicités. Ce n'est pas incompatible avec la physique parce que c'est compatible avec une théorie des univers parallèles dans lesquels on dit que tous ces univers parallèles sont dans le nôtre. Et il y a de plus en plus de physiciens qui adhèrent à cette position. Au lieu de dire que tous les univers parallèles dans lesquels nous pourrions vivre et évoluer de manière figée sans pouvoir changer notre futur existent indépendamment les uns des autres, ce qui est la position américaine, on s'aperçoit de plus en plus que pas du tout. D'abord, certains disent que tous ces univers sont connectés, et en France, on cherche au CERN d'ailleurs des connexions entre univers parallèles, dans les fameuses dimensions supplémentaires. Mais une façon de le comprendre pour le grand public, c'est tout simple. Et à mon avis, je pense que c'est de loin la meilleure explication, parce que c'est la meilleure façon de réconcilier la relativité générale avec la mécanique quantique. Ça implique de mettre la rétrocausalité dans l'affaire. Ça implique c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une dynamique dans l'espace-temps dans laquelle votre futur peut changer alors que votre présent ne bouge pas, vous imaginez bien qu'il y a une rétrocausalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers un état stable qui est votre ancien futur conditionné, vous allez vers un nouvel état stable qui est quelque chose qui a été orienté par votre intention. Et bien entendu, l'amour joue un rôle fondamental dans cette affaire. Bon, je vais très vite, mais l'amour joue le rôle... Parlons d'amour. L'amour joue le rôle d'énergie fondamentale qui, justement, à travers l'amour est transporté par l'émotion, et c'est l'émotion qui constitue qui apporte l'amplitude, qui donne cette intensité à nos pensées, à nos intentions, qui permet de faire basculer nos destins. Donc c'est, bien entendu, tout cela doit être inséré maintenant dans ce que disait Marie-Laure, etc. Et moi, j'essaye de l'exprimer d'un point de vue mécanique, parce que j'essaye de séduire des gens qu'on appelle rationalistes, alors qu'ils deviennent de plus en plus irrationnels avec la manière dont on présente la science au grand public. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est vraiment, nos destins sont en évolution permanente, et nous maîtrisons notre destin grâce à l'authenticité de l'être, grâce à l'authenticité de nos pensées, et grâce à l'amour que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Moi, ma carrière, je l'ai réussi, j'ai réussi à développer des tas de choses assez extraordinaires qui ont étonné tout le monde. C'est grâce à l'amour que j'ai mis dans la création de tout ce que je voulais développer. J'ai expérimenté la synchronicité dans mon travail bien avant de la théoriser et de l'expérimenter sur commande. Voilà. Alexis, peut-être. Alexis, est-ce qu'on peut parler alors des recherches en fait qui valident ou qui s'interrogent sur l'existence de la synchronicité, car elles existent? Mon Dieu. Je vais commencer large, on va faire large. Alors, je vais aller dans le champ qui est le mien depuis une douzaine d'années, en tant que scientifique et intéressé par tous ces sujets, c'est la parapsychologie scientifique, c'est-à-dire l'étude scientifique de tout ce qui est phénomène de conscience relevant de l'anomalie, on va dire ce qui est hors de ce qui est aujourd'hui admis de manière consensuelle, on va dire, notamment tout ce qui est perception au-delà du temps et de l'espace, qu'on a appelé les perceptions non locales. Donc typiquement, ça va être de l'intuition, et aussi quand on est dans l'action, ça va être ce qu'on va appeler la psychokinèse, et bien évidemment, ça va englober les rétrocausalités, etc. Il y a de plus en plus de chercheurs dans ces domaines, donc dans le labo scientifique, qui pensent que, en fait, finalement, tout ça, ce n'est que de l'étude, ça peut-être en trop, mais c'est l'étude de la synchronicité. C'est-à-dire que ce sont des recherches, quand on étudie l'intuition, quand on étudie donc les perceptions non locales, c'est-à-dire
sans contrainte, je veux dire ça vite, sans contrainte d'espace et de temps, ou l'action hors de ces contraintes aussi d'espace et de temps, donc notamment la rétrocausalité, eh bien finalement, on est ni plus ni moins en train de faire de la recherche sur les synchronicités. Donc en fait, il y a des dizaines de milliers de recherches sur ces thèmes. Si on prend cette posture qui est, finalement, tout ça, c'est que entre guillemets, de la synchro. Donc, les recherches sur l'intuition, il y en a des milliers et montrent que ça existe. Je donnerai un exemple tout à l'heure, ne serait-ce que d'une pratique et qu'on a étudié énormément de fois scientifiquement. La psychokinèse, c'est pareil. Voilà. Je vais juste donner aussi un exemple d'études spécifiques sur la synchro. Par définition, on va dire, d'origine. Au début des années 2000, il y a des Australiens qui ont travaillé beaucoup, pendant quelques décennies, sur le sujet. Mais au début des années 2000, ils ont fait une expérience. Donc c'est un chercheur principalement qui s'appelle Storm, qui a pris le Yiking, et il y a 64 possibilités. On va dire 64 horoscopes, on peut dire ça comme ça. On peut le dire différemment, mais prenons ces termes. Et il a demandé à des gens, donc dans une étude scientifique, de choisir parmi ces 64, 16. Vous en prenez 16. Okay, donc 1 sur 4, vous prenez ce que vous voulez, et sur les 64, et vous prenez 16. Et puis ensuite, il a demandé à ces mêmes personnes de lancer des pièces pour faire le tirage en fait de Yiking. Et donc il y a 64 possibilités quand on lance les pièces. Et normalement, il y a une chance sur 4 que quand on fait le jet de pièces, on arrive sur une des 16 qui a été choisie. Ok ? Et en fait, il s'est avéré qu'il réussissait une fois sur 3. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Et est-ce que c'est de la causalité, de la rétrocausalité, et où ? Est-ce que c'est de l'intuition et ou de la psychokinèse ? Est-ce qu'on perçoit finalement quel est le tirage qu'on va faire ? Ou alors, et où est-ce que finalement on influence le jet de pièces pour que ça tombe sur ce qu'on avait dit au départ ? En fait, tout ça c'est la même chose. Hein. C'est pour ça que je dis et où. Donc, on ne peut pas percevoir sans agir, etc. Donc c'est un exemple d'étude, et il y en a, mais à la pelle, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez étrange, ça me fait rappeler que quand il y a une dizaine d'années, je rentrais vraiment dans tous ces domaines, il y avait des étudiants qui venaient dans l'institut où j'étais, et ils arrivaient un peu la fleur au fusil, ce qui est très sympa. Oui, on va faire des recherches, mais en fait, il y en avait des dizaines de milliers, quoi. Et donc, là, on n'est pas dans de la physique en tant que telle, même si beaucoup de chercheurs du domaine sont des physiciens. Petite parenthèse, j'aime bien les parenthèses, c'est Al Puthoff et Russell Targ, qui sont deux grands physiciens du laser, qui disent, c'est en 77, ils disent, c'est même pas une hypothèse, parce qu'ils ont fait des recherches là-dessus depuis 10 ans déjà, à l'époque, ils disent tout ce qui s'intéresse au psychisme et aux anomalies créées par le psychisme, en fait tout ça c'est de l'insynchronicité. Et ce sont des physiciens qui ont fait des recherches là-dessus. Bon voilà, je me suis peut-être un peu perdu, mais ça répond, je pense, à la question. Et c'est une autre petite parenthèse, c'est on peut appeler ça en fait la synchronicité, mais le terme est peut-être un peu négatif, mais c'est positif dans ma bouche. C'est une notion fourre-tout. C'est-à-dire que tous ces phénomènes, je répète la même chose, mais tous ces phénomènes rentrent en tant que synchro, par définition et par vécu. Voilà. Et donc on peut aborder finalement l'intuition, parce que je reviens en venir là-dessus, l'intuition par le biais de la synchro et inversement. Donc si vous développez votre intuition, vous allez automatiquement générer des synchros, et plus vous vivez des synchros, plus vous êtes en train d'utiliser votre intuition. Voilà. Alors, sur la question du sens de ces synchronicités, Philippe, tu l'as un peu évoqué. Marie-Laure, dans une analyse, quand une synchronicité survient, c'est parfois
tu m'expliquais, pour débloquer quelque chose. C'est le sens du scarabée d'or de Jung. Et ça arrive aussi très couramment en analyse qu'une synchronicité vienne comme ça fluidifier les relations entre un patient et son thérapeute et ainsi faire progresser le travail. Je voulais revenir sur quelque chose que disait Philippe, qui moi m'intéresse beaucoup en tant qu'analyste, c'est l'idée qu'on peut changer son passé, qu'on peut modifier son futur, enfin qu'on peut modifier son passé et même éventuellement son futur. Et moi, c'est une chose que je vois dans l'analyse. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est que quand vous arrivez pour une analyse qui va durer 3-4 ans, par exemple, ce qui est assez classique, avec des traumatismes d'enfance, des conditions extrêmement difficiles, éventuellement des maladies graves, voire le passage par une révolution, que sais-je, bien entendu, vous êtes empli de douleurs morales et ce fardeau enlève un certain nombre de possibilités à votre vie présente et éventuellement à votre vie future. Au fur et à mesure que l'analyse se déroule, en principe, vous allez mieux. Et une forme de sérénité commence à s'installer. Au lieu d'être branché entièrement sur votre nombril douloureux, vous commencez à vous intéresser aux autres. Comme disait très bien Philippe, il y a quand même quelque chose de l'éros et du sentiment qui anime désormais vos relations avec les autres. Et au miracle, vous commencez à faire des rêves dans lesquels votre paysage ancestral, c'est très souvent sur des rêves qui passent par des formes de paysage, la nature, littéralement, se transforme en vous. Alors non seulement vous faites des rêves qui disent que votre futur va être transformé par la guérison qui se perd dans le présent, mais il y a également des rêves que j'ai vus qui disent que les prises de conscience que vous avez faites dans cet instant T, qui ne correspond qu'à votre moi, parce que comme le dit aussi Philippe, dans le soi, il n'y a pas du tout d'espace-temps, rétroactivement, vous avez guéri votre lignée, par exemple, vous avez guéri votre passé, vous avez guéri au-delà de vous-même les lignées qui vous ont précédé. Alors ça, c'est des expériences en séance qui sont extrêmement émouvantes. Et alors, pour vous donner un petit exemple, pour revenir à ce que disait Virginie, un jour, j'avais en face de moi, ça je le raconte dans mon livre, un musicien qui est un musicien au bois, un professeur de conservatoire, qui passait par une phase où il était extrêmement bloqué dans l'analyse, il était en face à face, il n'était pas allongé, c'était pas du tout confortable pour moi parce qu'on se regardait médusés l'un l'autre et moi j'avais pas beaucoup d'inspiration pour faire redémarrer la séance. Il se trouvait qu'il idéalisait beaucoup sa maman et que dans ce moment de l'analyse, il projetait sur moi, si vous voulez, tous les éléments négatifs qu'il aurait pu voir chez sa mère, mais qu'il ne pouvait pas encore voir. Donc, il me voyait comme une horrible sorcière, en 2 mots. Donc, un jour comme ça, où on se regardait dans le silence le plus absolu, c'était pas le silence sagace de l'analyste, c'était le silence pétrifié de quelqu'un qui avait perdu l'inspiration. Tout d'un coup, il se trouve que l'endroit où je reçois, ça donne sur une cour d'immeuble où il y a un jardin. Et on entend une fanfare, on entend un corps de chasse, on entend une trompe de chasse qui se met à sonner comme pour un départ de chasse à courre, si vous voulez, ou comme pour une messe de Saint-Hubert. Et c'était tellement incongru dans ce pâté d'immeuble que celui que j'ai appelé Xavier me regarde, on se regarde, et on finit par éclater de rire, et on est pris de fou rire, et ça nous dure pendant 10 bonnes minutes. Et je me suis dit que c'était le petit génie alchimiste qui joue dans l'analyse qui avait réussi à débloquer la situation d'une manière extrêmement élégante comme ça. Parce que, rappelez-vous que mon analysant, il est en plus professeur de musique, professeur de hautbois. J'ai trouvé que c'était une histoire incroyable. Et c'est un peu, effectivement, Virginie a raison, comme l'histoire du scarabée d'or pour la patiente de Jung, que Jung raconte, si mes souvenirs sont bons, dans son bouquin sur la synchronicité. Parce que cette fille, dit Jung, était particulièrement braquée, bloquée dans une espèce de critique rationaliste où rien n'arrivait à s'infiltrer de l'intuition ou du sentiment. Et il fallait que ce petit scarabée, la cétoine dorée, qui est pas très fréquente dans l'air zurichois, je pense, frappe à la fenêtre, que Jung ouvre la fenêtre, l'attrape et lui dise « Voilà, madame, il est là, votre scarabée », alors qu'elle avait rêvé la veille d'un scarabée d'or. Philippe, donc tu abordais la question du sens de ces synchronicités. Tu disais, voilà, il y a un travail finalement à faire sur soi pour se mettre en phase. Tu parles également finalement de l'ego, d'une part,
et de quelque chose qui lui est supérieur. Et tu dis, la synchronicité se manifeste quand on est dans cette partie qui n'est pas l'ego. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette réflexion ? Oui. Oui, alors, bon. La physique nous apprend aujourd'hui, la physique quantique, que nous vivons dans une réalité qui n'est pas matérielle et qui n'est même pas dense. C'est-à-dire qu'il existe un maximum à la quantité d'informations qui est contenue dans chaque parcelle d'univers, aussi grande ou petite soit-elle. C'est-à-dire qu'il est plus rationnel de considérer que toute cette réalité, c'est une construction de la conscience qu'autre chose. Et si on considère les résultats de la mécanique quantique, on peut décomposer notre réalité en deux types d'informations. Un premier type d'information qu'on peut appeler matériel, dans lequel on va mettre non seulement la matière, mais également tout ce qui est ondulatoire, la lumière, les photons, etc. Tout ce qui est observé, hein, la trace d'un photon, une image. Il existe une autre réalité qui est non observée, qui est de nature quantique, où là, l'ontologie, elle est en dehors de l'espace et du temps. C'est-à-dire que les événements quantiques, ce sont des événements qui sont pas définis ni dans l'espace ni dans le temps. Alors pas dans l'espace parce qu'on peut parler, on parle de particules qui se trouvent partout à la fois. On parle aussi de particules qui sont intriquées, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'une particule qui se comporte d'une certaine manière à un certain endroit et puis à des milliards d'années de là se trouve une particule jumelle qui se comporte comme si les deux étaient le même objet. Ceci peut également avoir lieu malgré non seulement la distance mais également malgré le temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une mesure que vous faites sur une particule et qui est corrélée à une mesure que vous ferez dans le futur sur une particule associée. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, les événements sont indépendants de l'espace et du temps. Et lorsque vous manifestez quelque chose dans la réalité, vous manifestez également quelque chose dans le futur de cette réalité, dans son passé et également dans d'autres endroits de l'espace. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une ontologie hors espace-temps au niveau quantique. Bon, moi, j'assimile ça à la conscience. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous l'expliquer parce que là, il n'y a vraiment pas le temps. Et donc, quand je considère l'hypothèse qui consiste à dire que tous ces univers parallèles dont on parle, ce sont des univers parallèles qui ne sont pas disjoints, mais qui nous appartiennent tous à nous, on a un problème avec la quantité d'informations que peut contenir le vide. Le vide n'étant pas vide, il est plein, il contient peut-être 3 à 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité. Mais ce n'est pas suffisant pour contenir l'ensemble des univers parallèles. Et on aura besoin d'une densité encore inférieure d'informations. Et donc, et comme on a la place dans l'espace-temps pour loger 3 densités d'informations, parce que l'espace-temps s'avère avoir 9 dimensions plus une de temps, il y a plusieurs théories qui convergent là-dedans. J'ai construit un modèle à 3 couches de l'espace-temps où je considère que notre conscience fait partie de la deuxième couche, qu'il y a une partie de nous qui est physique, qui fait partie de la couche dense, que j'appelle l'anima, qu'on peut appeler notre corps, et qu'il y a une partie de nous-mêmes que la physique nous offre la place pour loger également une partie de nous-mêmes que j'appelle le soi. Et donc, c'est la connexion entre notre moi conscient, qui n'est pas notre véritable être, puisque ceci disparaît après notre mort, et notre soi, qui est le garant de ce que nous pouvons apporter à l'espace-temps, de véritables modifications qui ne sont pas conditionnées. Et ces modifications, je reviens sur ce que disait Marie-Laure, la physique, elle est déterministe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer par la causalité une ligne temporelle qui va du passé vers le futur. S'il y a un changement, c'est forcé un glissement, et tout changement dans le futur s'accompagne obligatoirement d'un changement dans le passé. Bon, alors, pour mieux le comprendre, il faut considérer que ce changement dans le passé peut être minime. Ça peut être, par exemple, la modification d'un gène. Ce qui me fait dire dans mes livres que Darwin, il faut jeter, et il faut expliquer l'évolution des espèces par le fait qu'il y a une intention collective de l'espèce qui crée une nouvelle réalité dans le futur et qui se mémorise
dans le passé, dans ses gènes, parce que ce passé, il est dans le présent. C'est-à-dire que notre passé est construit et dans le vide, notre futur est dans le vide, et lorsqu'on modifie quelque chose dans le présent, on fait une modification dans le futur et dans le passé. Et lorsqu'on modifie quelque chose dans notre futur, on change notre destinée ou on change la destinée collective d'une espèce. Ça se traduit par une information qui est mémorisée dans le passé. Ça peut être sous une forme génétique. Ça peut aussi être lorsqu'on fait un travail sur soi au niveau d'une génération, parce que toutes les générations, les familles sont reliées intimement par la causalité. Mais ce qui s'est passé dans le passé n'est plus avéré que par des traces physiques dans le présent. Or, si ces traces physiques dans le présent s'évanouissent, s'estompent peu à peu, on peut envisager de changer le passé, parce que le passé n'est plus contenu que dans la conscience. Donc si on fait un travail conscient sur soi-même, et à condition qu'on travaille sur des événements qui peuvent être changés, c'est-à-dire que par exemple on ne va pas pouvoir changer le fait qu'il y ait eu un crime par exemple, on va pouvoir peut-être changer la tonalité de ce crime, les raisons pour lesquelles on les a faites, mais enfin si on fait un travail en conscience sur notre passé, on peut, en conservant les événements qu'on ne peut pas changer, le vivre d'une manière complètement différente, et ça ne correspond pas simplement à quelque chose de subjectif ou à une invention, ça correspond à une réalité, c'est-à-dire ça correspond à un véritable nouveau passé au sens physique réel. Voilà ce que je dis. Alexis, est-ce qu'on peut... Tu t'évoquais tout à l'heure la possibilité de finalement attirer des synchronicités ou les créer en posant une intention. Est-ce que finalement l'intuition, ça consiste à créer des synchronicités? Je vais commencer par une petite histoire. Bah oui, il faut raconter des histoires perso, quoi. C'est synchro, quoi. Et synchro, c'est que perso. Ou alors c'est avec des autres, et c'est perso pour eux, puisque ça fait sens pour la personne qui la vit, et pas pour quelqu'un qui est à côté, en fait. Une synchro, c'est subjectif, même s'il y a bien évidemment de l'objectivité là-dedans. Une synchro, c'est deux événements, a priori, enfin, selon le déterminisme, deux événements qui sont distincts, et la personne décide que finalement ils sont joints, et c'est ça qui fait la synchro. Ça fait sens pour la personne. Il y a pas une dizaine d'années, Alexis. Il y a, je sais pas, 6-7 ans, ça faisait quand même, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de l'intuition. Il y a 6-7 ans, je suis allé aux États-Unis voir un monsieur qui est un ancien militaire dans un programme où ils utilisaient l'intuition pour faire du renseignement. Et il donne des formations, et je me dis, tiens, je connaissais pas mal de protocoles, de méthodes, etc., pour utiliser l'intuition de manière consciente pour répondre à des problématiques, comme j'ai dit tout à l'heure, entreprise, archéo, enfin tout ce qu'on veut. Et je suis allé voir ce monsieur pour être formé à la méthode dite militaire de l'intuition. Et déjà, je passe sur des synchros sympas, c'est que normalement on devait être deux, mais lui, le monsieur, l'américain, le prof, si vous voulez, s'est trompé. Il a donné une mauvaise date à l'autre, et je me suis retrouvé tout seul avec lui. Donc ça, c'était sympa. Voilà, c'est un petit peu égoïste, mais bon, voilà. Et l'exercice classique qui est fait dans ce type de formation, quand on débute, c'est de décrire un lieu et ce qui s'y passe, sans ne rien savoir de ce lieu en amont. Okay. Si on arrive à décrire, donc à percevoir et à décrire, c'est-à-dire à raconter ce qui se passe, à exprimer ce qui se passe sur ce lieu distant, alors qu'on ne sait rien du tout de ce lieu en amont, on est bien dans le cadre de l'intuition. On est hors raisonnement. L'intuition, c'est du non-raisonnement. On est hors raisonnement. Puisqu'on peut rien analyser, on n'a aucune information en amont. Okay. Et le deuxième ou troisième jour de formation, c'est là où il y a un fort impact pour moi, même si pour moi tout ça c'était... il y a une certaine banalité là-dedans, c'est l'ordinaire de l'extraordinaire. Il me donne un lieu à décrire, puis lui, il me dit voilà, décris le lieu 128 par exemple, puis lui, il part à côté développer son site internet, quoi. Et je commence mon job, ça dure 3 quarts d'heure, et je décris le lieu. En tout cas, c'est l'intention que je me donne. Okay. Donc en fait, c'est quoi? C'est prendre conscience d'un autre endroit que nous-mêmes, bon, soi-disant, entre guillemets donc de faire sien
de joindre deux événements qui sont qu'est-ce qui se passe dans ce lieu, c'est un événement, et moi qui suis en train de griffonner les choses et de faire des croquis sur une feuille. C'est un autre événement, et ces deux événements n'ont rien à voir entre eux. Si on arrive à faire cette tâche, automatiquement, on joint ces deux événements, et si on est impacté par le fait qu'on a réussi cette tâche, c'est une synchro en fait qu'on génère, et ça peut potentiellement changer notre propre vie. Puisque tout d'un coup, on se rend compte que, punaise, en fait, je peux avoir conscience de tout ce qui se passe, n'importe où, n'importe quand. Vous comprenez ? Donc il y a un impact qui peut être très fort, donc c'est une synchronicité. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a un énorme impact. Moi, l'impact, il n'était pas dans le fait de réussir, puisque j'avais déjà vu ça énormément de fois, mais c'était de l'avoir fait avec une perception qui est à 360 degrés, etc., et d'entendre et de percevoir tout ce qui se passe et toutes les pensées au même instant. C'est-à-dire qu'il y avait du non-temps, si vous voulez. Et on peut objectiver la génération de cette synchronicité, puisque quand l'exercice est fini, il suffit de regarder quel lieu avait été choisi au hasard pour la description, et on se rend compte que c'est bien ça, tout correspond. Voilà. Je ne sais plus du tout ce qu'était la question, mais tu peux la redonner. C'était générer les synchros, l'intuitive, de générer des synchros intuitives. Oui. C'est bon ? Ok. C'était que finalement, utiliser son intuition, c'est générer de manière consciente et ordonnée des synchronicités en série. Ah oui, donc ça c'est un exemple, et on peut faire ça, bien sûr, c'est reproductible, et quand je dis bien sûr c'est reproductible, c'est que c'est montré scientifiquement par des centaines d'études, et il y a des statistiques et des méta-analyses sur ça. Et c'est des méthodes qu'on peut apprendre à dérouler. Et donc vous faites ça une fois, ok, vous faites ça 2 fois, vous faites ça 3 fois, et c'est de la synchro. Alors après, si vous le faites X fois, l'impact, il va être potentiellement moindre. C'est que vous allez banaliser l'extraordinaire. Donc ça va être des synchros, mais qui vont être moins impactante, donc à force, c'est plus de la synchro, quoi, d'une certaine manière. Vous comprenez le truc, puisqu'une synchro, c'est forcément émotionnellement... Enfin, ça fait sens, en fait. Voilà. Ça répond à la question ? Alors, j'avais une question. Est-ce que vous avez beaucoup de questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y en a beaucoup, pour savoir si on peut... passer encore un peu de temps à... Je voulais demander juste à Philippe de réagir à cette idée qu'on peut générer des synchronicités de cette manière. Tout à l'heure, tu avais l'air de pas être tout à fait d'accord. Si. En fait, les synchronicités, ça vient naturellement aux personnes qui ont appris à développer leur intuition, et il n'y a pas besoin d'avoir une attitude particulière et de faire de demandes. Alors justement, je voulais parler quand même d'une chose très très importante pour vous qui ne vivez pas forcément dans l'intuition. Toi, tu as la chance d'avoir un métier autour de ça. Moi, j'ai un métier un petit peu autour de ça parce que c'est un petit peu... Mais même moi, je fais des demandes. Voilà. Alors, la chose très importante, fondamentale, c'est vraiment fondamental, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a le droit de parler au vide. Le vide est plein d'informations. C'est-à-dire que on arrive à mettre en place une boucle de rétroaction entre son futur et son présent lorsqu'on fait une demande. Parce que après avoir évidemment fait l'introspection nécessaire qui permet de se déconditionner et d'être authentique, de se retrouver soi-même face à son destin, sa vie, dénuée d'influences parasitantes, eh bien, on peut se retrouver, comment est-ce que je fais pour faire ceci, pour obtenir cela? Et ça peut se traduire par obtenir des réponses à des questions, ou alors obtenir carrément des indications qui nous permettent de savoir quelle voie engager, ou simplement demander si on a raison de prendre telle voie plutôt qu'une autre. Enfin, il peut y avoir un tas de choses. Et il y a d'ailleurs un tas de techniques de divination, comme le Yikin, qui apportent des informations intéressantes. Et en fait, mais ceci peut se faire de n'importe quelle manière. L'important,
c'est de parler. Alors on peut le dire tout haut, parce que ça, en quelque sorte, ça imprime mieux la résolution. On peut s'envoyer des courriers à soi-même, on peut faire n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai essayé différentes choses, hein, tout marche. Mais c'est très important de faire quelque chose qui peut avoir l'air complètement ridicule, mais il faut laisser tomber ça. Ça c'est issu d'une conception rationaliste qui aujourd'hui est complètement dépassée. C'est de la pseudo-rationalité. Nous vivons dans un monde qui nous inflige une pseudo-rationalité. C'est faux, c'est pas rationnel. Aujourd'hui, la physique a suffisamment remis en question les principes fondamentaux comme la causalité, le déterminisme, le hasard dont elle fait un usage abusif pour qu'on puisse envisager une nouvelle rationalité qui intègre l'importance fondamentale de notre psyché et l'action fondamentale du développement de la connexion entre notre moi et les trois centres de notre moi, le centre mental, émotionnel, énergétique, et les centres de notre psyché inconsciente. Et donc, quelque chose de fondamental à faire pour développer ça, pour les débutants. Hein, c'est à condition de respecter déjà la première chose qui consiste à vraiment se trouver soi-même, se retrouver avec soi-même, c'est de faire une demande. Voilà. Il y a 36 façons de faire une demande. Et lorsque vous faites une demande, ça veut dire que vous informez votre futur, votre soi, appelez-le votre ange, tout ce que vous voulez, que vous allez tenir compte d'une information que vous allez recevoir, vous ne savez pas comment, pour orienter votre parcours. Ça veut dire que vous êtes en train de déclencher un changement potentiel dans votre futur, et c'est justement ce changement potentiel qui va être obligé de créer un chemin en retour pour vous apporter donc l'indication que vous recherchez. C'est ça qui est fondamental dans le domaine de la synchronicité. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Marie-Laure, tu voulais réagir ? Non, je voulais ajouter quelque chose qui est aussi dans le domaine de la synchronicité, si on n'a pas pour profession, effectivement, comme Alexis, d'utiliser l'intuition tout le temps. Plus vous allez évoluer, comme je le disais tout à l'heure, vers une complétude, vers une entièreté. Donc il n'est pas question de devenir un saint et de pousser vers la perfection. Il est question de danser, on pourrait dire, avec votre inconscient, qui est plus de l'ordre du tango, disons que, il y a quand même une érotique de l'âme dans l'histoire. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça vous fait développer une pensée symbolique, quand il s'agit de penser. En tout cas, quelque chose qui unit la capacité de penser par la raison et la différenciation que nous ont apporté les différents philosophes, depuis les philosophes de l'Antiquité, en particulier les Grecs, hein, bien sûr, et l'autre côté qui est, comme on le disait tout à l'heure, du côté de l'éros, du côté de l'intuition, c'est-à-dire au fond que le cerveau droit et le cerveau gauche vont se mettre à marcher ensemble, et non pas d'une manière alternative ou d'une manière clivée. Et donc à partir de ce moment-là, on pourrait dire, si vous adjoignez à tout ça un zeste d'éthique, par exemple, dans votre existence, vous allez entrer dans ce que Jung appelait, lui, une vie symbolique. Il y a un titre en français d'un de ses volumes qui s'appelle comme ça, et qui est l'impression que vous vivez sur un chemin qui est surordonné aussi par une forme de grâce, je dirais. Hein. Quand on parle d'ange pour le soi, on peut le dire comme ça, parce qu'on a l'impression, à partir de ce moment-là, d'une présence intérieure qui, dans les moments de solitude, de difficulté, de tragédie, qui n'épargne personne, est vraiment une expérience le long du chemin. Et alors moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est d'un côté, effectivement, de pratiquer les intentions, comme le disait Philippe, et de demander des choses pour moi-même ou pour mes proches qui me semblent justes et sensées, mais aussi de développer quelque chose dans le sens du non-agir, comme disent les orientaux, pas dans le sens que vous n'agissez pas, parce qu'en Occident c'est très mal compris, mais que vous ne comment dire, c'est l'inverse du saumon, vous ne nagez pas à l'envers du courant, vous ne partez pas à contre-courant, vous essayez de percevoir le fil de ce que cette transcendance souhaite, je peux dire ça comme ça, et vous essayez aussi de vous y conformer, vous savez, comme dans les prières, comme le Notre Père, où finalement on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et non pas que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est, je dirais, l'individuation se situe absolument entre ces deux
attitudes, disons, qui ne sont pas si faciles non plus à pratiquer dans la vie de tous les jours. Mais on en a un retour par l'expérience, je trouve, de sérénité et je dirais aussi d'amour vraiment par laquelle on se sent accompagné à ce moment-là. C'est-à-dire savoir finalement concilier le fait de savoir poser avec force une intention, envoyer un message, mais en même temps d'être dans une forme d'attente de ce qui va venir et dans une forme de confiance que ça vient de plus haut que notre ego, du meilleur de notre destin. Oui, ou alors comme on voit souvent dans les rêves, de plus profond, hein, parce qu'il ne faut pas non plus toujours, mythifier les hauteurs. On dit aussi les cieux profonds dans certains types de littérature. Mais ce qu'on voit très bien dans les images des rêves, c'est qu'il y a l'idée, comme on disait dans la patristique, que Dieu est partout, est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part, et que justement, quand on parle de ces données-là, il faut faire attention que, comme dans l'exemple que je vous ai donné de mon analysant avec son singe, qu'il s'agit d'honorer et de révérer et de mettre sur l'autel, il y a quelque chose dans les profondeurs chtoniennes de la terre. Chthon en grec, ça veut dire la terre d'en dessous, comme ces déesses grecques, comme Déméter, si vous voulez, à qui on consacrait des grottes ou des souterrains. Il y a dans les puissances, dans les tréfonds de la terre, des trésors psychiques, spirituels et énergétiques qu'il ne faut pas négliger. C'est notre habitude chrétienne, si vous voulez, depuis 2000 ans, qui nous a fait toujours voir les choses d'une manière ascensionnelle. Puis aussi le fait que nous parlons avec un corps qui parle par la tête et non pas par le nombril. Mais comme vous savez, pratiquement toutes les sagesses nous demandent de pratiquer de telle sorte que nous soyons, comme à la Renaissance, des axes en tant qu'être humain, et que dans notre nombril se croisent aussi bien le ciel que la terre. On reboucle un peu par rapport au début de cette soirée qui a commencé par certaines mises en garde sur le fait qu'il fallait quand même pas associer trop de choses à la synchronicité et garder une forme de lucidité. Et en même temps, conserver une place dans sa vie et dans son existence pour cette forme d'approche qui n'est pas non rationnelle, comme le disait Philippe, mais qui est issue peut-être d'une nouvelle forme de compréhension du monde et des choses. Et je voudrais, puisqu'il nous reste quelques minutes, prendre peut-être quelques questions inspirées par ce qu'on vient d'entendre. Bonsoir, cette question est pour vous, Philippe. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Brett, il a écrit un livre qui s'appelle Synchronicité, source d'information. Voilà ce qu'il dit. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette pensée. Il dit, lorsqu'une synchronicité se manifeste, il faudrait alors à ce moment-là observer son état d'être. Voir si, en fonction de l'état dans lequel on est, à ce moment-là, voir si ça peut être une synchronicité réelle et pas une projection. J'aimerais savoir comment vous pouvez faire la différence justement entre la projection et une synchronicité réelle. Oui, c'est une très bonne question. J'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas particulièrement. Oui, parce qu'effectivement, on peut être très souvent sujet à de fausses coïncidences, de fausses synchronicités, à rechercher des significations alors qu'il n'y en a pas. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut remonter à la source. Et la source, c'est est-ce que ce qui a provoqué cela, éventuellement, avait la capacité de le faire. Et donc, est-ce que nous étions qui nous étions? Est-ce qu'il faut s'interroger sur qui nous sommes? Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans le moi, on ne peut pas fonctionner dans le mental, on ne peut pas fonctionner dans l'émotionnel de base, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas avoir lâché prise, ne pas avoir s'être détaché, ne pas avoir confiance et provoquer des synchronicités, même si ça peut arriver parce qu'on fait quand même certains efforts. Donc si on n'est pas centré, c'est-à-dire conscient d'être qui nous sommes, et qu'on est
on est trop dans l'ego, on est trop dans le mental, on est trop dans un émotionnel qui nous déstabilise, alors il est fort probable qu'on n'ait pas affaire à une synchronicité qui nous parle, mais simplement à une coïncidence qui reste tout à fait possible, parce que, par exemple, on peut parfaitement se conditionner à vivre des choses qu'on va prendre des synchronicités en restant dans le moi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous projetez l'idée que ça marche très bien avec la coïncidence numérique, par exemple, si vous projetez l'idée que vous êtes hanté, poursuivi par des séries de chiffres, hein, et ben, à force d'entretenir ça, vous allez créer cette réalité-là. Ça ne va pas avoir de sens, mais vous allez créer votre vie. C'est-à-dire que, en ne voyant que ça, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, si vous pensez au 33 ou au 136 ou n'importe quoi, vous allez vous réveiller la nuit à 1h36 ou à 2h33, etc. Alors que vous n'êtes pas en train de regarder simplement parce que vous allez vous créer un futur. Vous allez simplement, il reste conditionné ce futur, simplement vous allez effectivement créer des synchronicités numériques, mais qui ne vont pas changer votre vie fondamentalement. D'accord ? Donc tout ce que vous allez réussir à faire, si vous n'êtes pas effectivement dans la remise en question de l'être et dans un véritable chemin qui vous amène à changer votre destinée, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est ce genre de synchronicité malgré tout. Voilà. Je vais ajouter un tout petit mot. Je connais un auteur comme ça qui a écrit un livre sur les synchronicités parce qu'elle voyait des 48 partout. Elle voyait des 48, pour des 48, mais alors vraiment partout sur les bus, etc. Puis elle va interviewer un certain nombre de gens sur la synchronicité et sur ce phénomène bizarre. Puis à moi, elle me dit pourquoi je vois des 48. Et je lui dis, vous êtes née en quelle année ? Et elle était née évidemment en 48. Elle a trouvé que c'était très tiré par les cheveux, ce que je lui disais. Trop compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonsoir. Moi, j'aurais une question. Ce serait le monde émotionnel. Comment le voir là-dedans, dans cette optique ? Est-ce que l'émotionnel est un facteur pour les synchronicités ? Comment voir le monde émotionnel ? Je souris parce qu'on en parlait justement avant le début de la soirée. Peut-être qu'Alexis, tu... Ce qu'on sait, quand je dis on sait, c'est ce que certaines études ont montré, recherche scientifique, c'est que... alors, oui. On jongle ce soir. Alors, j'ai du mal des fois à créer des fils, mais là, je l'ai perdu. L'émotionnel. Oui, petite seconde, excusez-moi. J'ai perdu mon fil. C'est ça. Une synchronicité, elle fait sens. Normalement, il y a de l'émotion, etc. Ce que les études scientifiques montrent, enfin certaines études, et ça a été reproduit une dizaine de fois celle-ci aussi, c'est que l'émotion, c'est un levier, ça va servir de levier pour l'intuition et aussi la synchro. C'est-à-dire que quand on a affaire à quelque chose qui est émotionnel, ça va attirer, si vous voulez. Et une synchro, c'est un attracteur. Une synchronicité, c'est un attracteur. Pas développer ça, mais bon, ça me paraît assez évident, ne serait-ce que sur le fait qu'il y a deux choses distinctes qui font une au final pour la personne. Donc c'est attracteur, on attire quelque chose. Et ce que ces études montrent sur l'émotion, c'est que l'émotion va jouer un rôle de levier dans ce phénomène d'attraction. C'est-à-dire, c'est aussi, on peut parler de la luminosité avec un N, et ça serait Marie-Laure plutôt qui pourrait parler de ça. L'émotion va donc permettre de nous attirer, si vous voulez,
va faciliter la mise en chemin et donc le cheminement qu'on va faire vers cette destination qui est le moment de synchronicité. On peut aussi voir les choses de manière un peu différente. C'est quand on est en train de vivre une synchronicité, comme je disais tout à l'heure, normalement, enfin, quand je dis normalement, ça dépend si on est dans des synchronicités vraiment subjectives ou si on est vraiment plus dans quelque chose qui serait presque uniquement objectif. Mais quand on a une synchronicité qui est forte, il y a beaucoup d'émotions. Et on peut voir la chose comme ça, c'est au moment où on a beaucoup d'émotions, lorsqu'on vit cette synchronicité, notre moi du passé perçoit en fait ce moment qui est vécu. Et ça fait aussi attracteur, c'est-à-dire que par rétrocausalité, le moment synchronistique va générer quelque chose qui va être dans le passé pour attirer vers ce moment-là. Alors ça peut être par exemple, là je vais faire une passerelle sur l'intuition, si je reprends l'exemple de tout à l'heure que je donnais sur le fait de vivre cette histoire de plume bleue, quand on se dit tiens, quelle idée on pourrait avoir comme exercice, le fait que un quart d'heure plus tard on perçoive cette plume bleue tatouée sur le cou de la serveuse, notre intuition, ce moment qui est vécu, hop, par rétrocausalité et donc par perception intuitive, nous arrive au moment où on se pose la question pour nous donner la réponse. Et donc quand on vit le moment de synchronicité, ça nous dit, ça fait hop, aller-retour, causalité, rétrocausalité. Voilà, la réponse elle est là, je te l'envoie, et puis hop, t'arrives, ce qui fait cette réponse arrive à toi, ce qui fait t'amener à la réponse. Et tout ça, c'est en même temps en fait, causalité, rétrocausalité, c'est de l'intuition, c'est de la synchronicité. Et l'émotion là-dedans, elle va servir de levier pour attraction, notamment. Voilà, c'est ma réponse à moi, et c'est qu'une partie de la réponse. Pourquoi elle s'est mis une plume bleue? Est-ce qu'on lui a demandé? Non, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt pour nous à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que... Et ça aurait pu avoir un intérêt. Mais ça répond à notre question, en fait, on a notre réponse. Puis on passe à autre chose, quoi. Peut-être, mais nous, on était là pour déjeuner, on déjeune, et puis voilà. Je réponds un peu de manière taquine, parce que j'aime beaucoup aborder l'extraordinaire de manière ordinaire. Ça rebondit aussi sur ce que mes deux camarades disaient, c'est plus vous allez être dans l'idée que la synchro est ordinaire, plus vous allez en vivre. L'extraordinaire est tout à fait ordinaire. Et ça, c'est rationnel. Et ce sera le mot de la fin, Marie-Laure, parce qu'il est déjà 21h30, en fait. Oui, mais ça, je rebondirais aussi là-dessus, c'est de dire que tout ce qui était il y a 50 ans, même 30 ans, ce qu'on disait du champ parapsychologique, en réalité, maintenant, on va plutôt le faire entrer dans le champ psychologique, et tout ce qu'on appelait surnaturel va rentrer dans un domaine que l'être humain peut explorer, justement, je pense. Oui, exact. Et aussi, c'est que le champ parapsychologique, alors juste une petite parenthèse, la parapsychologie, c'est une science reconnue depuis 1969. Quand on parle de parapsychologie, la vraie définition du terme, c'est une science qui s'intéresse à ces phénomènes. Et la psycho, oui, ça rentre de plus en plus là-dedans. Et d'ailleurs, la parapsychologie est en train de mourir en tant que telle, puisqu'elle est en train d'être absorbée par tous les domaines d'études scientifiques qui existent par ailleurs. Et ce qui est parapsy, ça va dans la psy, et ça va aussi de plus en plus, en fait ça y est déjà de plein pied depuis des décennies, dans la physique, dans l'informatique, dans les sciences, entre guillemets, dites dures. Donc, et dans les sciences humaines, l'anthropologie également, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est une vraie... c'est quelque chose de fondamental, et c'est un point vraiment sur lequel je souhaite rebondir, parce que c'est, comme disait aussi Philippe, c'est en train de se passer maintenant et depuis quelques décennies, et depuis quelques années, il y a des bonds en avant qui sont faits, parce que ces diffusions sont très profondes dans toutes les sciences qui peuvent exister aujourd'hui. Voilà. À toi. Oui, je voulais rajouter que justement, je travaille officiellement dans mon laboratoire sur ce sujet du temps,
du hasard, de la synchronicité, et en développant des systèmes d'intelligence artificielle qu'on pourrait appeler des robots, mais ce ne sont pas des robots. Mais effectivement, je travaille sur la modification de certains robots du web qui servent à envoyer des publicités à tout le monde, en introduisant du hasard dedans, dans le but de faire des expériences pour voir si l'intention des internautes peut avoir une action qu'on peut arriver à quantifier. Et d'autre part, je travaille sur un robot, mais qu'on ne devrait pas appeler robot parce que ça peut faire peur, un robot de dialogue avec n'importe qui, un robot de dialogue, dans le but que ce robot serve de guide, d'ange, et puisse produire des synchronicités. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces deux types de recherche sont connectés. L'une est sous contrat avec le CNRS, et l'autre, c'est une recherche que je fais plus personnellement dans le but d'aller plus vite dans la démonstration de l'influence du futur sur le présent. Voilà. Comment ? C'est opérationnel quand ? Sur le robot concernant les applications publicitaires, je pense que ça va prendre des mois, peut-être des années. Et le robot sur lequel je travaille, le robot de dialogue avec une sorte d'ange, on va appeler ça une sorte d'ange quantique. Je pense que je vais mettre en ligne, mais peut-être un peu restreint au départ, dans quelques mois, déjà un prototype, et d'ici la fin de l'année, je pense que tout le monde pourra commencer à tester. Bon, merci à tous. Merci à nos invités. J'espère que cette soirée vous aura ouvert des belles perspectives.